Toi, tu te voyais vraiment plutôt faire des expériences dans un laboratoire Au de début, oui, physique je voulais ou de avoir une blouse chimie. blanche et des produits qui fument et des choses comme ça. On est tous Et passés puis, par cette phase, je crois. ouais, j'avais fait un stage dans un labo de chimie au lycée, en collège ou lycée, je sais plus, collège, il me semble, où j'avais passé donc une semaine dans un laboratoire de chimie. Et puis sur cette semaine-là, en fait, le chercheur qui m'avait accueilli avait préparé une expérience. Mais sur la semaine, on a passé une longue partie de la semaine à préparer l'expérience. Il faisait de la biblio, il allait regarder exactement les protocoles, etc. Et puis l'expérience a duré 1 heure. Voilà. Et du coup, ça m'a fait reconsidérer. Et pourtant, il y avait de l'air liquide, il y avait des choses qui fumaient, il y avait tout ce qu'il fallait. Bonjour à tous et à toutes, très chers auditeurs et auditrices. Je suis ravie d'être de retour pour vous partager ce nouvel épisode du podcast Tête à Tête chercheuse. Donc, première chose à l'ordre du jour, laissez-moi vous présenter l'équipe qui sera à mes côtés aujourd'hui. Donc aujourd'hui, avec moi, j'ai le plaisir d'avoir Ayman Moussa, donc maître de conférence, et Nastasia Pouradier-Duteil, chargée de recherche INRIA. Et donc, chacun de nous sommes chercheurs et chercheuses à Sorbonne Université, au laboratoire Jacques-Louis Lyons, qui est partenaire de production de cette nouvelle saison, aux côtés de l'Institut universitaire de France. Bonjour Ayman et Nastasia. Salut Nathalie. Bonjour Nathalie. Ravie d'être de retour. Ah ouais, ça Toujours. fait super plaisir. Je vous renvoie au premier épisode de la saison, où on a pris le temps de les présenter, de les découvrir. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur leur parcours, leurs recherches, si ce n'est pas encore fait, foncez, écoutez cet épisode. Je mettrai le lien dans la description. Mais aujourd'hui, c'est en tant que co-host qu'ils sont à mes côtés pour m'aider à accueillir et découvrir notre invité du jour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Well Kefelec. Bonjour, Well. Bonjour, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir d'être là avec vous. Eh bien, ravi que tu sois là avec nous. Alors, Well, tu es chargé de recherche CNRS à l'Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck, donc depuis 2015. J'ai noté sur le CV que tu m'as envoyé pour préparer l'émission que tu es HDrisé, c'est-à-dire que tu possèdes une HDR depuis 2024, donc c'est tout C'est très récent. Et donc, j'aime bien profiter de l'émission pour familiariser les auditeurs, les auditrices avec quelques concepts, jargons qu'on utilise dans notre monde. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une HDR et à quoi ça sert ? Oui. Et déjà, félicitations. Merci. Ouais, C'est bravo. vrai. Donc une HDR, c'est pour habilitation à diriger des recherches. Et c'est un diplôme dont on a besoin pour avoir le droit d'encadrer des étudiants. Donc d'avoir des étudiants en thèse qui sont là pour travailler sur un projet pendant 3 ans. C'est un diplôme qu'on passe généralement une dizaine d'années après la thèse, en gros, et dont on a à la fois besoin pour devenir encadrant, et puis en plus, c'est aussi un passage obligé si on veut postuler pour devenir, on dit rang A, c'est-à-dire soit professeur, soit directeur de recherche. Et comment t'as décidé de la préparer, cette HDR ? Est-ce qu'on t'a encouragé, c'est le moment où tu peux y aller ? Exactement, il y a une période, à partir d'un certain âge, on dirait qu'il ne faut pas se promener dans les couloirs du labo, sinon on croise le directeur d'équipe et le directeur du labo qui nous disent « Et alors cette HDR, où est-ce que ça en est ?» Donc voilà, à partir d'un certain temps, ça devient finalement beaucoup moins coûteux de préparer cette HDR que de ne pas la préparer. Que d'éviter les gens pour ne pas avoir à répondre à sa question. Bon, très bien. Mais écoute, c'est fait. Félicitations encore. Et puis, donc là, on est allé en 2024 à ton HDR, mais là, on va repartir dans le temps, n'est-ce pas ? Et on va revenir sur ton parcours. Et donc, on va, comme toujours, essayer de comprendre comment, pourquoi t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Et donc, est-ce que tu peux commencer par nous présenter donc ton parcours du lycée au doctorat, et puis on élaborera ensuite sur des détails. Avec plaisir. Donc si je reviens jusqu'au lycée quand j'étais un petit peu plus jeune, j'étais au lycée Michelet à Marseille et j'ai fait un parcours de bac S option maths. Et après le bac, je suis parti en prépa, toujours à Marseille au lycée Thiers, et j'ai suivi une prépa MPSI et puis MP. J'ai passé les concours des écoles d'ingénieurs à la sortie de la prépa et je suis rentré à l'ENS Cachan, qui est maintenant l'ENS Paris-Saclay, où j'ai fait l'essentiel de ma scolarité. Et puis après ça, donc pendant qu'on est à Cachan, on passe quelques années sur place et puis quelques années où on part, certaines années on est plutôt dans des universités. Et après ça, j'ai commencé une thèse à Paris 7 et puis j'étais co-encadré à Bonn en Allemagne. Ok, d'accord. Et alors donc, t'as fait la prépa. Pourquoi t'es allé vers la prépa ? C'était
Relativement naturel. J'aimais bien les sciences, j'aimais bien les maths au lycée. Et c'est vrai que c'était un petit peu le parcours classique si on se pose pas trop de questions. La prépa, c'est une bonne, voilà, c'est un débouché, enfin une suite naturelle. Pour être tout à fait honnête, j'ai un peu hésité parce que j'étais aussi tenté par Sciences Po. Ok. Donc j'ai hésité entre plutôt le côté social, économique ou rester dans les sciences plus dures. Qu'est-ce qui t'a fait trancher alors? Alors essentiellement, c'est ce que disent les gens, enfin ce que tout le monde nous dit que bon, si on fait des maths, on pourra tout faire. Ah, Donc les j'ai débouchés continué. alors? Le syndrome de la porte ouverte. Qui revient tout On le en a temps, parlé à n'est-ce chaque pas? épisode. Chaque épisode. Non, c'est ça. J'avais, enfin, il m'a semblé que c'était des choses que, enfin, j'aimais bien les maths, j'aimais bien les sciences. C'était quelque chose que j'avais envie de poursuivre et je me suis imaginé que c'était peut-être plus facile de continuer dans cette voie-là tout de suite, quitte à ensuite réévoluer que l'inverse. Mais donc ça veut dire qu'à l'époque, tu n'avais pas d'idée de métier précis. Si, je pense que, enfin, ça fait longtemps que je voulais être chercheur. Quand même, d'accord. Tu voulais être chercheur. Ouais. Et comment tu connaissais ce métier? Je sais pas. Il n'y a pas de gens dans ton entourage Non, pas directement. Je sais pas exactement dire pourquoi, mais je crois que ça fait très longtemps que... En tout cas, j'avais envie d'être chercheur, c'était une de mes possibilités. D'accord. Mais t'en avais entendu parler par des profs ou tu lisais des magazines scientifiques? Ouais, alors j'ai été abonné à Sciences et Vie Junior très vite. Donc je pense que j'ai dû voir Source des choses. numéro 1 de chercheurs en France. Ok. Donc voilà, tu avais un peu cette idée, un peu peut-être. C'était vraiment. T'étais sûr ou tu disais Ouais, pourquoi pas Non, je pense que j'étais vraiment sûr que j'avais envie de faire de la recherche. Ah, d'accord. J'ai plus évolué sur le thème de mes recherches, par contre. J'étais à peu près sûr de pas vouloir être chercheur en maths. D'accord. Et au fur et à mesure de mes études, j'ai évolué un petit peu, où petit à petit, je me dis quand même, les maths, c'est chouette. Enfin, j'ai toujours pensé que les maths étaient très chouettes, mais j'ai aussi pensé que je voulais certainement pas y passer trop de temps. Et puis petit à petit, je me dis quand même, c'est bien, j'ai envie de continuer un petit peu. Et puis à force de continuer, je me suis dit que j'allais faire des maths, mais du coup des maths vraiment appliquées qui servent à quelque chose. Et puis, pour retarder un petit peu, j'ai continué à étudier les maths fonda parce que quand même c'est rigolo. Et à force d'étudier, finalement, voilà, maintenant je fais des maths fondamentales. Ok. Donc c'est ça ton cheminement vers qui t'a fait choisir les maths finalement que tu fais aujourd'hui? Oui, je crois que c'est à force de continuer par curiosité, je me suis rendu compte que en fait c'est quelque chose qui m'a accroché. Et il y a quelques années avant de commencer ma thèse, j'aurais jamais cru faire une thèse en maths fondamentales. Toi, tu te voyais vraiment plutôt faire des expériences dans un laboratoire Au de début, oui, physique je voulais ou de avoir une blouse chimie. blanche et des produits qui fument et des choses comme ça. On est tous Et puis- passés par cette phase, je crois. Mais parce que quand tu penses chercheuse, c'est l'imaginaire qui est attaché. La blouse, c'est vraiment la base, quoi. Oui. Donc t'as envie d'en faire un où tu portes une blouse. J'avais fait un stage dans un labo de chimie au lycée, en collège ou lycée, je sais plus, collège il me semble, où j'avais passé donc une semaine dans un laboratoire de chimie et puis sur cette semaine-là, en fait, le chercheur qui m'avait accueilli avait préparé une expérience pour moi, il s'était arrangé pour qu'il y ait une expérience qui tombe cette semaine-là. Mais sur la semaine, on a passé une longue partie de la semaine à préparer l'expérience. Il faisait de la biblio, il allait regarder exactement les protocoles, etc. Et puis l'expérience a duré 1 heure. Et voilà. Et du coup, ça m'a fait reconsidérer. Et pourtant, il y avait de l'air liquide, il y avait des choses qui fumaient, il y avait tout ce qu'il fallait. Voilà, en proportion, c'était pas... Et donc, t'as choisi de continuer en thèse. Bon, logique si tu te projetais comme chercheur. Mais comment ça s'est monté le projet, en fait? Comment t'as trouvé tes directeurs, ton sujet? Alors, assez naturellement, j'ai fait mon master à Paris 7. Et à cette époque-là, l'organisation des études à Cachan faisait qu'on faisait le master 2 avant l'année d'agrég. Du coup, donc pendant mon année de master, on m'avait dit, comme il va y avoir cette année d'interruption, c'est important d'avoir pris contact avec des enseignants et d'avoir déjà trouvé, ou au moins d'avoir des pistes pour trouver une thèse par la suite. Donc j'ai choisi le cours qui m'intéressait le plus et à la fin du cours, à la fin du semestre, je suis allé voir le prof qui donnait ce cours-là. Et c'était quoi le cours? Le cours, c'était théorie des nœuds. Okay. Alors, le titre était un peu plus compliqué, ça devait être homologie de nœuds et théorie quantique des champs, quelque chose comme ça. Ok. Donc voilà, j'avais suivi ce cours-là qui effectivement m'avait beaucoup intéressé. Et donc à la fin de l'année, je suis allé voir l'enseignant en lui disant là je pars, je vais passer l'agrég, j'ai un an qui va être occupé, mais j'aimerais bien faire une thèse par la suite. Est-ce qu'on pourra en rediscuter? Et donc il me dit oui, tu pourras faire ta thèse avec moi si tu veux. Ok. Et ta période en thèse, alors comment ça s'est passé? Parce que
voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, et puis il y a des expériences vraiment différentes d'une personne à l'autre. Toi, comment ça s'est passé ? Plutôt bien. Enfin, c'est une période dont je garde de bons souvenirs. J'ai passé 3 ans et demi à peu près à travailler sur ma thèse. Et j'ai été une grande partie de mon temps à Paris, mais j'avais un co-encadrement à Bonn. Donc j'avais une co-directrice à Bonn en Allemagne. Et donc la première année, je suis allé passer 6 mois là-bas. Et ensuite, la deuxième année, je suis aussi allé passer 6 mois à Los Angeles avec quelqu'un d'autre. Et donc ça m'a permis d'avoir déjà d'avoir des choses assez rythmées avec ces déplacements et puis ces visites, de discuter avec beaucoup de monde. Si je suis vraiment honnête, les 2 premières années, j'ai vraiment pas fait grand chose. Enfin, c'est-à-dire, j'ai pas réussi grand chose. C'est ça. J'ai passé du temps. Oui, que les auditeurs et auditrices ne pensent pas que tu étais là, tu tournes les pouces. Mais au bout de 2 ans, c'est ça, jusqu'à mon départ à Los Angeles, même jusqu'à quasiment la fin de mon séjour à Los Angeles, donc c'était la fin de ma 2e année, j'étais j'avais pas fait grand chose. Et avant de partir, mon directeur de thèse m'avait dit, bon là tu travailles sur, je vais commencer à travailler sur des choses, mais avant que je parte à Los Angeles, il m'avait dit, bon, si quelqu'un te dit quelque chose et que, te propose quelque chose, surtout t'hésites pas. Donc j'avais compris le message, que ce que je faisais n'avait pas l'air extrêmement, n'avait pas l'air d'aller tout à fait dans la bonne direction. Et donc effectivement, j'ai passé beaucoup de temps en fait à Los Angeles. J'étais avec quelqu'un qui venait d'avoir son poste là-bas. C'était quelqu'un d'assez connu, mais qui était jeune et qui du coup avait beaucoup de temps. Et donc il a passé beaucoup de temps à m'expliquer des choses. En fait, il m'a appris énormément de choses. Et on a essayé de commencer à collaborer sur certaines questions, et puis ça marchait pas trop. Et quelques semaines avant que je reparte, il m'a posé une question en me disant est-ce que j'ai essayé ça mais ça marche pas. Et donc je lui ai dit est-ce que tu sais que mon directeur de thèse a écrit un papier qui donne un point de vue un petit peu différent, est-ce que tu connais? Et il m'a dit non, je connais pas, j'avais pas vu. Est-ce que tu peux me l'expliquer? Moi, je savais qu'il avait fait ça, mais j'avais jamais lu le papier. Donc, j'ai passé toute la soirée à lire ce papier-là et à essayer de comprendre ce que c'était. Et on s'est mis à travailler dessus. Et à partir de là, vraiment, j'ai eu un projet qui a enfin commencé à marcher. Et ma 3e année, du coup, a été plus très remplie, mais moins stressante, parce que du coup, je commençais à voir que ça marchait. Oui, c'est fréquent, cette non-linéarité là du parcours en thèse, où même pour la première ou la 2e année, souvent les gens en fait se projettent pas du tout dans le métier parce qu'ils disent mais c'est pas possible quoi, on trouve rien, c'est trop, et puis après ça peut se débloquer d'un coup comme tu décris. Il y a un déclic avec une collaboration, avec quelque chose qui commence à marcher où on accroche. Mais il faut bien comprendre. Alors j'ai lu il y a pas si longtemps une interview de Jean-Pierre Serre qui disait qu'il avait eu ça. Donc Jean-Pierre Serre c'est une sommité mondiale. Et lui, le début de sa carrière, c'est après avoir été recruté au CNRS, il a connu 1 ou 2 années comme ça, totalement blanches. Et puis après, voilà, l'histoire a écrit le reste, mais c'est le lot des chercheurs. Oui, mais c'est pas facile, effectivement, comme tu dis, quand c'est pendant ta thèse, parce qu'en plus, c'est pas uniforme. Moi, j'avais des collègues qui étaient en thèse et ils avaient un papier tous les ans, quoi. Ouais. Et moi, j'étais dans le même cas que toi pendant 2 ans. J'ai rien eu du tout. Et c'est hyper... c'est pas facile quand tu vois les autres qui commencent à publier et tout. Tu te dis, mais attends, ça va finir par arriver ou pas pour moi? Bon, après, souvent, c'est pareil. Tout arrive en même temps, quoi. Donc, j'ai tout écrit la dernière année, mais je préfère la version linéaire quand même. Entre les deux. Ok, et donc, comment est-ce que... je sais pas si tu l'as dit, c'est ton postdoc, pardon, t'as dit que t'avais fait un postdoc. Non, effectivement, je suis parti en postdoc après. Donc, à la fin de ma thèse, il me restait encore 6 mois de financement. Et du coup, je suis parti un petit peu aux États-Unis, à Boston et à Berkeley. Et après, j'avais suivi ma copine à l'époque, et maintenant ma femme, qui était en postdoc à Boston. Et en pensant qu'à Boston, il y avait plein d'universités et que du coup, je trouverais forcément un postdoc quelque part. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que non, j'avais été refusé partout. Et à ce moment-là, il y avait un postdoc qui était ouvert en Australie, sur lequel j'ai candidaté et où j'ai été pris. Donc j'ai fait un postdoc en Australie. Mais attends, ça veut dire que tu as eu des mois sans financement? Non, j'avais la fin de mon financement de thèse. Ah oui, d'accord. Parce que j'avais une 4e année de normalien sur laquelle j'ai commencé ma thèse. Okay. Et du coup, le financement de thèse de 3 ans a couvert jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est confortable. Ça, c'était très confortable. Ouais. Ok. Donc ensuite, Australie, et après, tu as candidaté au Après, j'ai postulé au CNRS et j'ai été pris effectivement au CNRS en 2015. Eh bien, parfait. On va parler maintenant du coup de ton poste de chargé de recherche actuel. On va commencer par aborder tes thématiques de recherche. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'intéresse? Oui. Alors, ce qui m'intéresse, et ça, c'est donc depuis mon master, c'est la théorie des nœuds.
Et un nœud, c'est ce qu'on imagine, c'est pas compliqué. On prend une ficelle, on l'entortille, et la différence entre les nœuds en maths et les nœuds dans la vraie vie, c'est qu'on recolle les bouts. On recolle les 2 bouts de la ficelle, comme ça on est sûr qu'on ne peut pas le défaire. Et on se demande, la question à laquelle on cherche à répondre, c'est en gros si je prends une ficelle comme ça qui est enroulée, est-ce que je suis capable de dire si je vais pouvoir la dérouler sans la couper ou pas? Et en fait, c'est une question qui est difficile. Donc, si je suis parti d'un anneau de ficelle entièrement fermé, je peux l'avoir complètement entortillé. Il a l'air très compliqué, mais forcément, on peut le défaire. Par contre, si on avait fait un vrai nœud avant de recoller, généralement, il ne pourra pas être défait. On ne pourra pas retourner sur un simple anneau de ficelle. Donc c'est une question qui a l'air très anodine, mais qui en fait est vraiment difficile et qui a façonné un petit peu toute une partie des maths, une partie de ce qu'on appelle la topologie algébrique. Et donc vraiment, c'est là-dedans que je travaille. Donc j'ai une vision, je vois ça avec un certain angle, qui vient de quelque chose qu'on appelle la catégorification et dont je vais pas parler, parce que c'est un peu trop compliqué. Restons en bon terme. Généralement, quand on dit catégorie, ça a tendance à froisser Alors, catégorification, là, tu vois. Alors là... mais par contre, je regarde ça avec, en termes de ce qu'on appelle l'algèbre diagrammatique. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez formidable, où on va faire des calculs, mais avec des petits dessins. Et donc, on représente des objets mathématiques par des dessins, donc vraiment par des traits qu'on a dessinés, des lignes qui se promènent, et puis on a des bulles qui flottent avec des points, des choses comme ça. Et il y a eu tout un travail de formalisation qui a été fait à l'avance, qui dit, ces dessins-là, ils représentent quelque chose d'autre. Et donc, du coup, on peut passer des jours entiers à faire des calculs avec des petits dessins qui se baladent, etc. On a un certain nombre de relations qui sont autorisées. Et puis, on essaie de montrer que telle chose est égale à telle autre. On a cet ensemble de relations, et puis on essaie de passer de l'un à l'autre, etc. Et donc là, c'est utilisé comme des symboles, finalement, ces oui, dessins. exactement. Comme des lettres ou des... Alors, oui et non, parce que donc il y a une partie symbolique, mais on a le droit de déformer. Et donc c'est là que la complexité de la preuve est finalement retraduite en quelque chose où on va déformer des choses, autoriser certains mouvements. Donc par exemple, une bulle va pouvoir passer à travers une ligne, mais si on fait ça, évidemment, il faut rajouter un point à un autre endroit, quelque chose comme ça. Et donc on a toutes ces relations qui se déroulent. J'aimerais beaucoup voir tes brouillons. Je pense que ça doit être très joli à voir. Oui, alors j'en ai un certain nombre, généralement, qui sont ensuite repassés en rouge et puis en vert. Ok, et est-ce que ça a beaucoup évolué depuis ta thèse? Ou est-ce que c'est finalement un peu le même type de questions J'ai évolué, de mon point de vue, j'ai beaucoup évolué. Ouais. Du point de vue d'à peu près n'importe qui d'autre, pas tellement, j'imagine. Mais donc justement, j'ai parlé de théorie des nœuds et ça fait quelques années. Donc je suis parti de la théorie des nœuds, qui était quelque chose que je voyais du côté topologique, où on ne regarde pas la notion de distance. Et puis assez vite, j'ai commencé à avoir un regard algébrique, où on va essayer de comprendre la structure des choses qui sont derrière, vraiment un côté structurel et d'organisation, mais toujours sans aucune notion de distance. Et puis plus récemment, j'ai fait 2 changements. C'est que d'abord, je rajoute une notion de distance. Donc là, on parle plutôt de la géométrie. Et en plus, je suis passé des nœuds aux tresses. Et donc les tresses n'ont rien à voir avec les nœuds. C'est que maintenant, les ficelles, on imagine qu'elles sont attachées en haut. Et puis, on vient les tresser, on vient les croiser les unes avec les autres. Donc c'est vraiment des tresses comme on fait avec les cheveux. Et ça, c'est pareil, c'est une structure mathématique qui est super intéressante. C'est une structure de groupe. Et on peut regarder la géométrie de ce groupe-là. Et donc, mon nouveau sujet de recherche, c'est essayer de comprendre la géométrie des groupes de tresses en utilisant des techniques de catégorification. Non, mais pour être sûr de comprendre, du coup, tu attaches tes fils en haut et en bas, c'est ça? Non. Non, tu les as... Alors, si ma tresse est finie, oui, j'imagine qu'ils sont attachés en haut et en bas. Oui. Et par contre, on peut éventuellement faire glisser les croisements. Il peut y avoir des relations. Ça peut s'entrelacer entre le passage du haut au bas. C'est ça. D'accord. Et avec un nombre déterminé de fils Avec un nombre déterminé de fils. Qui va de 2 à... Alors, en ce moment, je travaille sur 4. Ah ouais. Ah, waouh. D'accord, Et étonnamment, oui, c'est... Et c'est joli, Très les tresses à 4. C'est pour une amie qui fait des tresses en coiffure. Il y en a des jolies. Elles sont indénouables après. Mais il y en a où justement, si tu enlèves n'importe quel... si tu as des tresses avec 4 cheveux et que tu enlèves n'importe quel cheveu, elles peuvent se défaire. Ah oui, non, c'est J'ai pas vu ça il y a intéressant. pas longtemps. Ok, on va rester sur les tresses à 3 alors. Ok. Ouais, c'est très intéressant et tellement loin de ce que N'est-ce pas? on fait, nous. Ouais, c'est clair. Ouais. Il y a un côté concret, relativement concret, où ce que j'aime bien dans les maths que je fais, c'est que les objets que je manipule, je peux les dessiner, je peux les expliquer, et ils ont vraiment une existence
Ouais. presque concrètes, quoi. Paradoxalement, c'est plus fondamental que ce qu'on fait, mais c'est plus facile à expliquer parce que l'objet visuel est très concret. Alors Ouais. qu'une équation des dérivées partielles, il faut déjà peu un s'approcher. certain background de connaissances pour... Ouais. Ouais. Tout à fait. Enfin, en tout cas, au niveau basique auquel on a réussi à comprendre ce que tu fais. Oui. On imagine bien sûr qu'il y a plus que ça derrière. C'est vrai. Ok, super. Bah écoute, c'est bien. Là, comme ça, on visualise un petit peu plus ce sur quoi tu travailles. On a une idée de ce à quoi tes De mon brouillons quotidien. doivent ressembler. Et juste si je peux rebondir, Vas-y. c'est pour creuser les mathématiques fondamentales où il y a des applications derrière. Quelles sont les motivations qui sont derrière cette branche? Alors, ce que je fais, c'est clairement du côté fondamental. Il y a donc les questions qui m'intéressent, les questions sur lesquelles je travaille, elles émergent de discussions, elles émergent de sujets que d'autres mathématiciens ont creusés. Donc, c'est des questions qui apparaissent naturellement, mais vraiment dans le cheminement de la recherche, dans la construction des maths. Il y a des liens un petit peu lointains avec la physique quantique. D'accord. Moi, je suis absolument incapable de les comprendre et de les justifier. Par contre, ça me permet une fois de temps en temps de travailler avec des physiciens. Pour l'instant, c'est des projets qui n'ont pas encore abouti, mais qui demandent, qui sont intéressants parce qu'ils sont nouveaux pour moi. Je suis pas sûr que quiconque regarde ça comme une application concrète, par contre. Et de mon point de vue, c'est déjà des applications à d'autres choses. Oui, même la physique fondamentale est une application pour les matheux. C'est ça. Mais ton cours de M2, donc il y avait le mot théorie quantique des champs. Donc là, on a l'impression, après, de la position d'où je me trouve, qu'il y a un lien potentiel avec de la physique. C'est ça? Effectivement. Alors, je crois qu'il faut rajouter topologique, en fait. Il devait y avoir théorie quantique des champs topologiques, et visiblement, ça simplifie pas mal. Et on s'éloignait un peu plus de la physique à nouveau. Mais non, il y a des liens avec la physique. Et il y a, je crois que c'était quand j'étais en thèse ou à la fin de ma thèse, il y avait eu une école organisée à Montréal où ils avaient fait venir à la fois des mathématiciens et des physiciens pour essayer déjà de se parler et de comprendre. On sent bien qu'on fait la même chose, mais quand on regarde vraiment dans les détails, c'est pas si facile de travailler ensemble. En tout cas, souvent pour des raisons de langage même. Oui. D'accord. En tout cas, il devrait y avoir une sorte de continuum. Je suis clairement du côté maths, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui font la même chose que moi côté physique. Et c'est ancien comme champ de recherche, la théorie des nœuds? Oui, c'est né à la fin. En gros, c'est né à la fin du 19e siècle. D'accord. Où l'idée de départ, si je dis pas de bêtises, en tout cas, je crois que c'est ce qui est écrit sur Wikipédia. C'est Lord Kelvin, celui dont on connaît le nom pour la température, qui avait l'idée que les atomes étaient des petits nœuds dans l'univers. Des petits nœuds dans l'éther, qui flottaient dans l'éther. D'accord. Et que du coup, ce serait bien de classifier les nœuds pour qu'on sache combien il y a de nœuds, et que ça devrait donner le tableau périodique des éléments. Donc lui, c'est né avec une application très concrète, mais qui n'a pas eu lieu après. Non, ça, par contre, c'est tombé le modèle a marché. Le modèle de l'éther est tombé en déshérence. Mais il a mis assez longtemps pour être vraiment complètement contredit. Et entre-temps, des mathématiciens s'étaient vraiment intéressés à la question et avaient commencé à travailler dessus. Et du coup, le sujet a vraiment survécu à la mort de sa motivation initiale. Et ça a vraiment, je crois vraiment que c'est un sujet qui a motivé l'établissement de la topologie algébrique et qui nous donne vraiment quelque chose où on peut venir tester des choses. Donc il y a des questions, des objets qu'on peut manipuler, des questions qui sont très naturelles une fois qu'on a ces idées-là, et qui permettent de venir tester les choses et de poser des questions plus générales qui ensuite donnent lieu à de nouvelles théories et de nouveaux outils. D'accord. Ok, c'est passionnant tout ça. Ouais. C'est quand même un peu paradoxal le côté au début c'était pour un truc super appliqué et puis finalement c'est tombé à l'eau donc ça devient un truc fondamental mais qu'il y a quand même un peu des liens avec ce truc appliqué. On fait une boucle un peu. Ok. Et donc alors on est parti un peu dans des sphères, dans des hautes sphères, revenons à des choses concrètes et on va revenir sur ton métier en tant que tel du coup maintenant que tu nous as si bien expliqué tes intérêts scientifiques. Pour finir cette partie, est-ce que tu peux nous dire ce qui te plaît le plus dans ton métier de chercheur? Alors, ce qui me plaît le plus, je pense que ça va être le côté collaboratif. Où je fais la recherche en maths, surtout en maths fondamentale, je pense que c'est relativement solitaire au sens où quand on fait un calcul, on est tout seul. Mais là où je prends vraiment du plaisir, c'est aller discuter avec d'autres personnes, essayer de confronter les idées. Et je déteste travailler tout seul. Donc, j'ai quasiment pas écrit d'articles tout seul. Et les articles que j'écris, ils sont faits en collaboration avec quelqu'un parce qu'on part d'une discussion, on se rend compte que des choses auxquelles j'ai réfléchi peuvent intéresser quelqu'un d'autre qui, pour le coup, a une autre approche et puis d'autres questions, et ça permet de développer quelque chose.
Donc la manière dont je travaille, c'est vraiment en allant discuter avec d'autres personnes et du coup en interrogeant ce que je fais par rapport à ce que d'autres font, et c'est comme ça que les intérêts émergent. Et tu as l'impression que le stéréotype du mathématicien fondamental, seul dans son bureau ou dans sa grotte, du coup, il est très distant de la réalité, ou quand même, il y a des personnes qui travaillent très solitaires? Non, finalement, je connais pas grand monde qui soit complètement solitaire. D'accord. Et j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup à construire notre recherche dans la collaboration. C'est vraiment l'aspect qui organise la pensée, qui organise le développement des maths que je fais, en tout cas. D'accord. Et c'est la chance de notre métier, c'est le fait de pouvoir choisir les personnes avec qui on travaille. Donc, Effectivement. du coup, Mais certains collaborateurs ont tendance à devenir des amis et inversement. c'est ça. Il y a une frontière très floue entre collaborateurs et amis, n'est-ce pas, Anastasia? Je vois pas de quoi tu parles. Ok, super. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ta recherche, ton parcours, ta vision du métier. On va passer à la deuxième partie de l'émission avec les cartes blanches de cet épisode. Donc, on commence avec la tienne, Ayman. Ça roule. Alors, ma carte blanche, je vais la consacrer à un sujet que j'ai découvert un peu grâce à Nina, en fait, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais que je remercie quand même. Parce qu'il y a 1 an, elle m'a sollicité pour un séminaire qui s'appelle MathPark. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, j'avais choisi ça comme exposé. Donc là, en direct, vous venez de m'attraper en flagrant délit de recyclage d'exposé. Attends, mais juste, t'as fait un MathPark, mais pas sur ta recherche? Non. Ouais, je m'étais C'est dit- marrant. Bah oui, je me suis chauffé. Juste moi, je connais pas le concept de MathPark. C'est un Très juste séminaire remarque. pour les étudiants, pour des étudiants et des lycéens, quoi. Donc de diffusion. En général, effectivement, les gens parlent de leur thématique de recherche, mais t'es un peu libre de parler de choses qui soient suffisamment digérées pour que ça soit accessible pour eux, quoi. D'accord. Alors du coup, le sujet porte sur un problème mathématique qui s'appelle l'empilement de sphères. Alors si je n'avais que quelques secondes pour vous en parler avec des mots-clés, ça donnerait quelque chose comme ça. 500 ans d'ancienneté, optimisation, analyse de Fourier, approximation numérique, conjecture, médaille Fields, Marina Viazowska. Wow. Heureusement, j'ai un peu plus de temps que ça, mais il n'en demeure pas moins qu'avec cette carte blanche, je me lance dans une opération doublement risquée, puisque je vais vous parler d'un domaine mathématique qui n'est pas le mien, et je vais le faire dans le cadre d'un podcast sans aucun support visuel. Mais j'ai décidé de prendre le pari, donc on y va. Alors, le problème de l'empilement de sphères, ou sphere packing en anglais, vise à identifier la manière la plus dense de disposer des sphères de rayons identiques. Il faut penser à des boules dures qui peuvent se toucher mais ne peuvent pas s'interpénétrer. La densité dont il est question quand je dis la manière la plus dense, c'est la fraction de volume qu'occupent les sphères. Donc si je range les sphères dans une boîte, ça veut dire que je vais faire le ratio entre le volume qu'elles occupent avec le volume de la boîte. Et c'est cette quantité, qu'on appelle la densité d'empilement, que l'on va chercher à maximiser. Quelque part, on veut optimiser le rangement en gâchant le moins possible d'espace entre les différentes sphères. La densité maximale d'empilement, c'est donc ce nombre réel, compris entre 0 et 1, qui va dépendre de la dimension, et qui fournit la proportion maximale de volume que peuvent occuper des objets sphériques de taille identique dans l'espace correspondant. Ok. Attends, ça, t'as dit que ça s'appelait comment? La densité maximale d'empilement. D'accord. C'est ce qu'on peut faire au max quand on range en optimisant vraiment les sphères en question. Et quand tu dis que ça dépend de la dimension, ça dépend de si on est en dimension 2, 3. 2, Alors, je vais donner des exemples. Alors, justement, en dimension 2 et 3, il se trouve qu'on a des candidats naturels. Mhm. D'accord. En dimension 2, c'est une expérience qu'on a en fait déjà tous fait. Vous prenez des pièces de 1 euro et vous les serrez autant que possible sur votre table. Bah, vous avez un motif qui apparaît et c'est ce qu'on appelle le réseau triangulaire quand vous regardez le centre des pièces. D'accord. En dimension 3, c'est aussi quelque chose qu'on a déjà tous vu, qu'on peut admirer en fait tous les dimanches matins quand on va au marché. Parce que sur les étals, les oranges, elles sont souvent empilées d'une manière qui semble économiser toute la place possible, quoi. D'accord. Et ce réseau-là, on appelle l'empilement cubique face centrée. D'accord. Pour la dimension 3. Il y a des applications en chimie. Et effectivement, en chimie et en cristallographie, c'est une question assez cruciale. Alors, formulé comme ça, on voit pas bien la difficulté du problème, puisque j'ai commencé en vous donnant 2 dimensions où on a l'impression qu'il y a une solution évidente. Mais c'est quand on s'intéresse à la preuve de ces résultats que l'affaire commence à se transformer en véritable série Netflix. Alors, on prend la dimension 3. D'accord. D'abord la dimension 3. Kepler, en 1611, donc là on a les 500 ans dont je vous parlais, il avait déjà conjecturé que l'empilement cubique face centrée était le meilleur possible. Après une preuve partielle de Gauss en 1831, donc là c'est 200 ans après. Gauss, il est de tous les bons plans. Tous les râteliers. Oh il est là. Il faut attendre 1998 pour que Thomas Hales et des collaborateurs parviennent à une preuve complète.
Leur méthode nécessite l'utilisation d'ordinateurs pour vérifier pas moins de 100 000 cas particuliers. Et elle fait 250 pages. D'accord ? Donc c'est une preuve qui utilise des ordinateurs parce qu'il y a trop de cas à vérifier. Quoi. Quelle année t'as dit celui-là ? Ça, c'est 1998. D'accord. D'accord. Là, on est toujours en dimension 3, c'est ça? Et là, c'est que la dimension 3. Alors, ils soumettent leur papier dans une revue qui s'appelle Annals of Mathematics. Donc, pour les gens qui nous écoutent, c'est une revue extrêmement prestigieuse en maths. Le comité éditorial de la revue nomme 12 rapporteurs pour évaluer la preuve. 12. Alors, ça aussi, pour les gens qui nous écoutent, normalement, on est plus sur l'ordre de 2 ou 3. Mais bon, c'était une conjecture qui était vieille de je sais pas combien d'années, donc c'est normal, quoi. Alors, ce qui est peut-être un peu moins normal, c'est qu'au bout de 5 ans, les 12 rapporteurs jettent l'éponge en expliquant on est quasiment sûr que c'est vrai, mais on lâche l'affaire, quoi. On va pas pouvoir le faire complètement. Thomas Hales, il s'arrête pas là, il dit OK. Et dans un élan quasiment prophétique, il annonce en 2003 un programme de recherche visant à vérifier formellement, à nouveau à l'aide d'ordinateurs, que leur preuve fonctionne. Il annonce également que ça devrait prendre à peu près 20 ans. En 2017, le projet FlySpec est mené à terme à l'aide de 22 autres personnes, et cela met donc un point final à la preuve de la conjecture de Kepler. Tout ça, c'était la dimension 3. Ok ? Alors, la suite, donc en dimension plus grande. D'un point de vue mathématique, c'est une question intéressante en soi, quoi. On a envie de savoir qu'est-ce qu'on peut en dire en dimension plus grande, quoi. Même si c'est plus difficile de visualiser une sphère Tout à en fait. dimension. Et contrairement à la dimension 2 ou 3, on a même du mal à voir, à quoi ça correspond de ranger des boules en dimension 100 000, quoi. Pourtant, il s'agit encore d'un de ces exemples où une application assez spectaculaire des mathématiques apparaît, puisque l'empilement des sphères est utilisé dans la théorie des codes correcteurs d'erreurs et permet de concevoir des protocoles de transmission de messages éliminant les erreurs potentielles. Alors, j'ai pas le temps ici de développer plus que ça cette application, et donc je vais continuer à explorer avec vous le problème de l'empilement des sphères le long de la dimension. Alors, en fait, à mesure que la dimension grandit, on a peu d'informations sur la valeur exacte de la densité maximale d'empilement. Tout ce qu'on sait faire, c'est fournir un encadrement, c'est-à-dire donner une minoration et une majoration de la densité maximale. Autre que 0 et 1. Autre que 0 et 1. Mais on peut raffiner un peu ça, tout à fait. Donc en gros, dire on est sûr que c'est plus grand que ça et c'est plus petit que ça. Exact. Alors ça peut être fait par des considérations purement déductives, qui ne sont pas constructives, et qui permettent d'assurer que la densité maximale se trouve entre ça et ça. Et à ce propos, je ne résiste pas à vous partager le fait suivant. Il y a quand même un mec qui s'appelle Ball, et qui a fourni l'une des meilleures bornes concernant l'empilement des boules. Je trouve ça très drôle. Je poursuis. Alors, il existe une autre manière de fournir une minoration, c'est le constat. C'est-à-dire que si vous avez un empilement, vous calculez sa densité, c'est sûr que la densité maximale, elle sera juste plus grande que ça. D'accord ? Et il y a des dimensions, on a des exemples d'empilement. C'est par exemple le cas de la dimension 2 et de la dimension 3. Et dans des dimensions plus élevées, parfois, la configuration de l'espace fait que on a des empilements qui sont connus, peut-être même qui viennent d'autres domaines des mathématiques. C'est le cas en dimension d égale 8 et d égale 24, où on a des réseaux qui s'appellent les réseaux E8 et les réseaux de Leach, qui étaient connus par ailleurs, mais quand vous placez des boules avec des centres qui sont placés en les points du réseau, on obtient une configuration, un rangement de sphères dans les dimensions en question. Et là, juste si je peux me permettre une petite incise, là on rentre dans la beauté des maths, c'est-à-dire que là tu développes tout un raisonnement qu'on est incapable de visualiser, quoi. En dimension 8, les empilements, on ne sait pas. Franchement, on n'a aucune image qui se passe dans nos têtes, mais on est quand même capable de... Tout à fait. Il y a des propriétés dans ces dimensions-là qui permettent d'exhiber des manières de ranger des sphères, et vous allez voir que ça a son importance pour la suite. Alors, malheureusement, quand la dimension augmente, en fait, il faut comprendre que la minoration et la majoration, elles s'écartent l'une de l'autre exponentiellement, quoi. Donc, on en sait de moins en moins sur quelle est la valeur optimale. Alors, dans cette saga, il y a un nouveau coup de théâtre en 2003, parce qu'on a deux mathématiciens que sont Henry Cohn et Noam Elkis, qui arrivent à fournir pour chaque dimension une nouvelle borne supérieure qui n'était pas connue avant. À nouveau, ils publient ça dans Annals of Math. Alors, si on va voir le papier, il y a un truc assez surprenant pour un papier dans Annals of Math, c'est que, je vous avais parlé d'un papier de 250 pages, etc. Là, dans le papier de Cohn et Elkis, la preuve la plus longue du papier, vraiment sans exagérer, elle tient en 1 page. Et surtout, c'est un petit bout de raisonnement qui est ultra astucieux, c'est très joli, mais ça n'utilise essentiellement que des connaissances de M1, quoi. D'accord ? Alors, pour vous en parler un tout petit peu plus précisément, je fais une parenthèse. C'est une opération, la transformée de Fourier, qu'on voit dès le L2 ou le L3, et qui est utilisée dans un très grand nombre de domaines de mathématiques. Donc je reviens donc à la majoration de Cohn et Elkis de 2003. Alors, leur majoration, c'est un théorème qui est en fait conditionnel. Il dit quelque chose comme, si en dimension D,
il existe une fonction f qui est négative loin de 0 et dont la transformée de Fourier est positive partout, si jamais j'ai une fonction f qui vérifie ces deux conditions-là, alors il y a une majoration de la densité maximale en dimension d qui est donnée par un nombre qui dépend que de la fonction f, un truc très explicite. Donc on est capable d'exhiber ce par quoi on sait que ce sera plus petit. Ouais, tout à fait. Mais en fonction de la fonction f. Mais je dis que l'énoncé, il est conditionnel parce qu'au moment où ils publient le papier, ils savent pas s'il existe une fonction comme ça. Ils disent, si jamais il y en a une, s'il y a une fonction comme ci, alors j'ai une majoration comme ça. C'est tout ce qu'ils disent, d'accord ? Mais ils s'arrêtent pas là. Et en fait, dans le papier, ils font une approximation numérique de leur majoration. C'est-à-dire que, on ne sait pas s'il y a une fonction qui vérifie exactement ces conditions, mais numériquement, on arrive à trouver des fonctions qui sont presque positives là où il faut, et ben ils calculent la valeur et ça leur donne une approximation numérique de la borne. D'accord ? Et le truc qui est totalement fou et qui leur a permis la publication dans la revue, c'est un petit graphique où on voit en abscisse la dimension qui progresse et en ordonnée la densité maximale d'empilement qu'on aimerait tracer. Sur le graphique, ils tracent les minorations qui étaient connues avant eux et les majorations qui étaient connues avant eux. Et puis ils rajoutent leur courbe à eux, qui est une nouvelle courbe de majoration. Alors, déjà, la première chose, c'est que donc c'est juste une approximation numérique. Ils ne savent pas encore exactement s'il y a des fonctions comme ça. La première chose, c'est que leur majoration, elle améliore les majorations d'avant. Donc déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Numériquement, ça a l'air d'être mieux. Mais surtout, en dimension 8 et 24, on a l'impression que la courbe de majoration numérique qu'ils ont touche la courbe de minoration qui est donnée par le réseau E8 et le réseau de Leach. On a l'impression que ça se touche. Et si ça se touche, c'est que c'est la densité maximale, puisqu'elle est coincée entre les deux. Oui. Et en fait, dans le papier, ils poussent le calcul numérique jusqu'à 100 chiffres après la virgule, et puis ça match, quoi. Donc, arrivé là, eux se disent, ça peut pas être une coïncidence numérique, et donc ils formulent une conjecture en 2003 qui annonce qu'en dimension 8 et 24, la densité optimale d'empilement doit être atteinte pour les réseaux E8 et les réseaux de Leach, respectivement. La dernière grande avancée est réalisée en 2016, quand Marina Wiazowska parvient à l'aide d'outils provenant de la théorie des formes modulaires à construire ce qu'on appelle dorénavant les fonctions magiques de Wiazowska, qui répondent exactement au cahier des charges de Kohn et Elkis. Oh, wow. Pour la découverte de ces fonctions, elle recevra en 2022 la médaille Fields. Alors, ce que j'aime dans toute cette histoire, c'est qu'elle met en avant la collaboration, un peu comme disait Well précédemment, avec des équipes qui vont parfois jusqu'à 20 personnes, mais aussi la détermination avec une poursuite de la vérité qui peut s'étaler pendant plusieurs décennies. En plus de cela, cette aventure tord le cou à un certain nombre d'idées reçues qu'on peut avoir vis-à-vis des maths. Alors, d'une part, elle fournit un exemple d'application inattendue d'un problème en apparence totalement abstrait, et dans l'autre direction, elle montre comment le calcul numérique peut jouer un rôle absolument crucial, y compris dans l'exploration d'une question qui est totalement théorique. À ce titre-là, et pour les jeunes qui nous écoutent et qui sont passionnés de maths, j'aimerais les encourager à rester curieux de tout, y compris de l'utilisation des ordinateurs, même s'ils se dirigent vers des domaines très abstraits. Ce sont des outils vraiment précieux, même quand on cherche une preuve, et j'ai la conviction que des gens comme Gauss ou Euler auraient peut-être fait des découvertes mathématiques encore plus spectaculaires s'ils avaient eu à leur portée des ordinateurs pour tester numériquement leur intuition. Wow. J'en ai fini. Merci beaucoup. C'est top. Ouais. Et on en revient toujours à ce côté, des fois, c'est difficile de transmettre ce qu'on appelle la beauté des maths. Et là, la beauté, elle réside dans le fait de l'élégance de la preuve, en fait. Du chemin qu'ils choisissent, qui est très simple. Mais très simple et qui relie à un domaine qui, a priori, enfin, c'est pas évident de te dire que l'analyse de Fourier, elle va te permettre d'obtenir une majoration sur un truc qui est lié à la manière dont sont agencées des boules dans l'espace, quoi. C'est assez fou. Ouais. Et c'est marrant, c'est un truc qui revient souvent dans le fait que les gens trouvent des preuves élégantes. Moi, ça m'a toujours marqué, mon prof de prépa. Sa preuve préférée, c'était ce qu'on appelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et c'était sa preuve préférée parce qu'il suffisait juste de savoir résoudre un polynôme du second degré pour la résoudre. Donc, c'est des outils qu'on a dès le collège. Et en fait, ça permet de prouver quelque chose de très puissant. Ouais. Donc, c'est un peu le même principe. Tu as une certaine élégance dans ce type de raisonnement. Bah super, merci beaucoup Ayman. On va maintenant passer à la carte blanche de notre invité. Alors, Oel, de quoi as-tu envie de nous parler aujourd'hui ? Alors, pour cette carte blanche, j'ai eu envie d'évoquer un aspect de ma vie de chercheur que j'ai toujours beaucoup aimé. Et je veux parler des voyages que j'ai eu l'occasion de faire et de ce que ça m'a apporté. Je devrais souligner tout de suite que le fait que mon parcours a été assez facile et que je n'ai pas eu à subir beaucoup de déménagements d'un pays à l'autre. Donc les voyages que je vais décrire sont des voyages que j'ai pour l'essentiel choisi de faire quand d'autres collègues subissent souvent de longues périodes de contrats précaires. Donc, je voudrais surtout pas donner l'impression de faire l'éloge de cette précarité, bien au contraire. Pour revenir aux raisons de ces voyages, donc il faut comprendre qu'en me spécialisant dans les approches catégoriques et plus précisément diagrammatiques aux invariants quantiques des variétés de dimension 3,
T'as maximisé tes chances de te déplacer. Voilà, si je veux trouver quelqu'un avec qui je peux discuter et collaborer, il vaut mieux que je sois prêt à faire quelques kilomètres. Donc je devrais aussi expliquer qu'en maths, on a tendance à remplacer les expériences qu'on ne peut pas mener en laboratoire par des discussions avec des collègues auprès desquels on va affiner nos idées et avec lesquels on va ensuite naturellement nouer des collaborations. Alors, une partie de ces discussions va avoir lieu pendant des conférences qui rassemblent dans un même endroit des chercheurs du monde entier pendant environ une semaine. Il s'agit là de rencontres intenses, mais qui sont assez courtes. Et puis en plus, avec le changement climatique, la question de l'impact de ces conférences est de plus en plus discutée. Mmh. Alors une autre manière d'établir ces contacts, et c'est plutôt sur celle-là que je voudrais me focaliser aujourd'hui, ça consiste à aller passer quelques mois ou disons une ou 2 années dans une université étrangère, en Europe ou ailleurs. Aux États-Unis, les collègues appellent ça sabbatical, semestre sabbatique, j'imagine. En France, je crois pas qu'on ait vraiment de nom pour ça. Ouais, à l'INRIA, ça s'appelle aussi programme sabbatique. Ouais, c'est ça, c'est comme ça que les gens appellent ça aussi. Alors, quand j'en parlais il y a pas très longtemps, la personne était étonnée parce qu'elle disait, mais non, une année sabbatique, tu pars, tu fais des voyages, tu t'amuses. Oui, tu t'amuses à faire des maths. Et non, chez nous, c'est pour aller faire des maths ailleurs. Et donc, la découverte du côté international des maths n'est arrivée qu'assez tard pour moi. J'ai eu un parcours très français. Et jusqu'à la fin de mon M2, j'ai fait toute ma scolarité en France et j'ai toujours étudié en France. Et puis à la fin du M2, je suis parti faire mon stage en Inde. Et oui. Alors pour être honnête, au début c'était plutôt un pari avec une camarade de classe où on s'est dit si on partait en Inde faire notre stage. Et puis on est partis tous les deux. Et puis maintenant on est mariés, on a 2 enfants. Donc évidemment c'était plutôt un pari gagnant. Ouais, carrément. C'était où en Inde ? À Bangalore. À Bangalore, d'accord. Dans le sud de l'Inde. Donc j'ai passé 3 mois hébergé sur le campus à travailler dans le laboratoire de maths de Indian Institute of Sciences. C'est ça. Et puis par la suite, j'ai travaillé en Allemagne, et puis aux États-Unis pendant ma thèse, et puis en Australie, donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure, où je retourne d'ailleurs régulièrement. Par exemple, ma famille et moi, nous y avons récemment passé une année pendant laquelle les enfants allaient à la crèche ou à l'école, et puis les adultes travaillaient à la fac pendant la journée. Donc cette opportunité d'être un petit peu comme en résidence dans une université étrangère me permet à chaque fois de découvrir de nouvelles maths et de rencontrer de nouvelles et de nouveaux collègues. Certaines de ces rencontres débouchent sur des collaborations actives, mais pour d'autres, il s'agit simplement de discuter des idées et puis de voir quels sont les intérêts croisés et de manière générale d'avoir une sorte de panorama de ce qui se fait dans les maths. Et cette sorte de réseau informel m'apporte beaucoup parce qu'il me permet de savoir où chercher quand j'ai besoin d'une référence, de savoir à qui m'adresser si j'ai une question sur un sujet particulier dans un domaine que je connais mal, et puis de manière un petit peu plus triviale de suggérer aussi des relecteurs alternatifs pour les papiers que je veux pas relire. Pendant ces séjours au long cours et particulièrement quand on part en famille, c'est quelque chose qui s'avère très utile pour mon travail. Si je suis totalement honnête, je dirais que c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup pour la possibilité qu'il me donne de découvrir un pays, une région, sur un temps plus long, et puis en participant à la vie locale, en étant quelqu'un qui vit là pendant un moment. Et pas comme un touriste, quoi. Ouais, c'est ça. Qui interagit avec des gens qui sont là côté professionnel, et puis scolaire, etc. Et donc, par exemple, l'Australie, c'est pas très différent de ce qu'on connaît ici. Culturellement, c'est quelque chose d'assez similaire. Et pourtant, l'organisation de la vie sociale et scolaire nous a plutôt déroutés. Mm-hmm. Mais pour revenir plutôt aux maths, s'il y a bien quelque chose qui est immuable d'un pays à l'autre, c'est l'organisation d'un labo de maths. Donc j'ai l'impression qu'un matheux de passage qui aurait le mal du pays peut pousser les portes d'un labo de maths à peu près n'importe où dans le monde, et puis aller dans la salle commune, prendre un café, feuilleter le dernier numéro des notices de l'AMS ou d'un journal de maths qui traîne, et puis prendre une craie et commencer à réfléchir devant les tableaux noirs qui bien sûr recouvrent absolument tous les murs de la salle café. Et puis en faisant ça, se sentir à la maison, enfin au travail, quoi. Pourtant, si on regarde bien, on note parfois quelques différences, et donc il y en a une qui me frappe particulièrement et qui me donne l'impression que la France joue un petit peu toute seule contre le reste du monde. Et donc je veux parler de la place des étudiants dans le laboratoire et plus largement de la manière dont on conçoit la formation à la recherche des étudiants en mathématiques. Particulièrement en licence et puis surtout en master. Donc pour comprendre ce que j'ai en tête, voilà à peu près à quoi j'ai été habitué pendant ma formation quand j'étais étudiant à Cachan et puis à la fac. Donc j'avais pas du tout de contact avec le laboratoire de recherche de ma fac et j'avais des relations assez formelles avec mes enseignants. Alors pourtant, j'ai fait un stage d'initiation à la recherche en M1 pendant lequel j'avais été accueilli dans un labo de physique à Marseille. Mais d'une certaine manière, j'ai toujours pris ça comme
une parenthèse d'observation. Donc voilà, c'était quelque chose que j'avais fait pendant quelques mois, j'avais observé, et puis ça c'était fini. Et j'ai pas gardé de contact dans la recherche avec ça. Alors, pourtant, je réalise aussi que je suis encore en contact avec certains de mes enseignants, dont certains sont assis juste à côté. Donc, ce qui reflète le fait que j'étais dans un environnement bienveillant et accueillant. Mais malgré tout, jusqu'au début de ma thèse, j'avais une vue extrêmement floue de ce qu'était la recherche en mathématiques. Donc aussi, j'ai été extrêmement surpris quand j'ai découvert en Allemagne, aux États-Unis, en Australie, que des étudiants de master pouvaient prendre part aux pauses café, parfois déjeuner avec des permanents, et même comble de l'étonnement, assister à des séminaires de recherche. C'est vrai que nous, c'est pas du tout... Pas du tout. On ne non. voit jamais un étudiant de master dans un séminaire. Enfin, la fois où ça arrive, on dit « Oh là là, c'est incroyable !» Il est vachement précoce. Et pourtant, j'ai pas l'impression qu'on les en empêche, mais c'est pas... On n'en fait pas la publicité. Non, c'est pas encouragé. Ça peut arriver pendant les stages. Moi, quand j'étais en stage, on m'avait proposé d'aller assister au séminaire. Mais un on a pris stage cours. de M1 Non, de M2. Ouais. Mais je pense là, que là, c'est... tu vois, t'es Ouais, t'es vraiment presque... à la Tu frontière. veux dire quoi. que ça compte pas? Bah, Du coup, après, tu peux continuer, justement. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on a quand même beaucoup d'heures de cours en France culturellement. Et les étudiants n'ont pas forcément la force ou l'énergie intellectuelle d'aller assister encore après les cours à des séminaires. Moi, j'en ai Donc, proposé à ils quelques ont étudiants. plus d'heures de cours. Les étudiants ont plus d'heures de cours en France au même niveau qu'à l'étranger. En tout cas, je pense qu'il y a une partie des cours, en tout cas dans certains pays, qui sont faits en tout petits groupes, où c'est presque plus des groupes de travail qu'un vrai cours formel. Et du coup, fatalement, ils sont dans les couloirs du labo. Ouais. Je sais qu'en Italie, il y a beaucoup de travail personnel. Par exemple, il y a des cours magistraux et après, les étudiants doivent faire des exercices chez eux tout seuls. Alors qu'en France, les exercices sont faits aussi en classe. Ouais. On a des TD spéciaux prévus pour ça. C'est assez organisé et formel, et du coup, il y a finalement moins d'interactions un peu aléatoires avec les chercheurs. Ok. Donc en tout cas, j'ai découvert à ces occasions des interactions très différentes entre étudiants et enseignants-chercheurs que ce à quoi j'avais été habitué. En particulier donc pour les étudiants de master qui sont parfois presque plus proches d'un statut d'apprenti que d'élève. Dans certains séminaires, à Berkeley par exemple en particulier, je suis souvent resté abasourdi, alors non seulement de voir des étudiants en première année de master assister au séminaire, mais en plus de les entendre poser des questions quand moi j'avais ma thèse en poche et j'osais absolument pas ouvrir la bouche et j'avais l'impression d'en comprendre beaucoup moins qu'eux. C'était à Berkeley, ça. À Berkeley, oui. Ouais, c'est aussi la culture américaine. Il y a un peu de ça, je crois. Mais c'est quoi? C'était la culture de De pas avoir peur de prendre la parole, d'être encouragé à s'exprimer, à poser des questions, à partager son avis. Ça, c'est très encouragé dès le début de la scolarité. Parce qu'il faut préciser que toi, tu as fait ta thèse aux États-Unis, donc tu connais bien le système américain. J'ai fait une partie de ma scolarité en école américaine aussi. Donc, Ah oui, quand tu étais plus jeune. La différence c'est vrai. culturelle, ouais. Et du coup, des contacts plus proches avec les enseignants. Oui, en fait, les étudiants, les élèves sont plus encouragés à prendre de la place. Et pas juste à rester en spectateur, mais à prendre parti au savoir. Oui, typiquement, l'étudiant de master qui assiste au séminaire, j'imagine qu'on est très impressionné. Mais par contre, s'il pose des questions, ça risque de mal se passer en France. Donc, ce que j'ai pu voir dans ces divers pays m'a amené à m'interroger sur la formation que j'avais reçue. Et en y repensant, je crois que la faute française, si faute il y a, est assez partagée. Donc, l'idée ne m'a absolument jamais effleuré, à Cachan comme à Paris 7, d'aller assister à un séminaire de recherche quand j'étais étudiant. Et quand mon futur directeur de thèse m'a proposé, pendant mon année d'agrég, de prendre part au groupe de travail qu'il organisait, je suis très poliment allé assister aux 2 premières séances avant de prétexter que j'avais vraiment un emploi du temps trop chargé et de ne plus y retourner. Tu vois, il a utilisé ton excuse. J'ai trop de cours. J'ai trop de cours. Je le crois, volontiers. Donc je crois que l'anecdote des séminaires à Berkeley est aussi représentative d'une différence de perception entre les systèmes français et américains, et ça rejoint ce que tu disais, Nastasia. La formation qu'on dispense en France est très construite, et donc on reprend toute la formalisation des maths de manière axiomatique pour amener les étudiants à avoir des connaissances très solides dans un large spectre de mathématiques, avec une attention particulière à ce que les choses s'empilent correctement, et j'ai pas préparé de jeu de mots, pour que la construction soit bien stable et claire. Ouais. Magnifique. C'est clair. Donc j'ai rencontré au contraire beaucoup d'étudiants de niveau fin de licence dans d'autres pays qui avaient suivi des cours très spécialisés et avaient des idées très arrêtées sur des choses dont moi j'avais à peine entendu parler en fin de M2. La contrepartie, c'est que parfois ils étaient absolument incapables de faire un calcul élémentaire. Ouais. Il y a peut-être les deux facettes de la médaille. Voilà, pour conclure, j'avais juste envie de partager avec vous le fait que le côté international de mon métier est quelque chose que je vois comme un à côté assez exceptionnel, notamment sur le plan privé.
Et puis ces expériences me permettent également de reconsidérer mon parcours en le comparant à ce que j'observe ailleurs, pour, j'espère, faire les choses d'une certaine manière parce que je pense que c'est la meilleure, et pas simplement parce que c'est ce que j'ai toujours connu et jamais remis en question. Donc c'est comme ça que j'essaie de composer entre d'une part un attachement assez français à des maths solidement construites, et puis aussi une envie de mettre les mains, les miennes et puis celles des étudiantes et étudiants, dans le cambouis le plus tôt possible. Donc, notamment si jamais un ou une future stagiaire m'écoute, ça peut expliquer que si vous me contactez pour un stage, il y a des risques que je vous propose un sujet assez ouvert, qui s'avérera peut-être un petit peu bancal après analyse, mais sur lequel on pourra travailler ensemble et on essaiera de le décortiquer ensemble. Ça donne envie. Ouais. C'est clair. Belle approche. J'attends les candidatures. Je postule demain. Alors, je mets toujours le lien vers la page web de l'invité, donc du coup, ils ont juste à Il y a mon cliquer adresse dans la mail. description. Ouais, effectivement, ça ouvre des perspectives de réflexion, le fait de confronter les différents systèmes internationaux, en fait. Ouais, et c'est particulièrement marquant. Après que tu nous aies parlé de ton voyage en Inde, on se dit, bon là évidemment, tu vas trouver des différences. Mais en fait, même dans des cultures qui paraissent assez proches, parce que occidentales, Tout à fait. et sur les mêmes modèles un petit peu universitaires, on trouve des différences énormes. De fonctionnement qui... ouais. Absolument. Et je renvoie là à l'épisode de la saison 1 avec Laure Saint-Raymond qui a fait une année sabbatique, on va dire, aux États-Unis et qui avait exactement élaboré sur ça, sur le fait D'accord. que finalement les États-Unis, on a l'impression que c'est assez similaire et elle avait trouvé d'assez grandes différences qui, elle aussi, l'avait amené à se poser des questions sur le système français. Donc c'est quand même assez. En fait, assez on se rend fort, compte quoi. comme les choses qu'on a toujours connues nous paraissent très naturelles, et puis finalement, quand on voit autre chose, on dit ah mince, en fait, ça marche pas pareil partout. Tout à fait. Et ça peut. Et ça met en perspective en fait. Et ça ouvre de nouveaux chemins. Exactement. Donc, superbe. Merci beaucoup pour cette carte blanche, Well. Eh bien, ça y est, on se dirige tranquillement vers la fin. Avant qu'on se quitte, prolongeons un petit peu. Comme d'habitude, Well, est-ce que tu as une recommandation culturelle pour nos auditeurs et auditrices ? Oui, alors je voulais vous parler d'un jeu que j'ai découvert cet été, que toute ma famille a découvert cet été dans la maison de mes parents dans laquelle on passait des vacances, qui s'appelle Rush Hour. Qui est construit par une marque qui s'appelle Think Fun. Et c'est donc un casse-tête dans lequel il s'agit de faire sortir une voiture d'un parking très encombré. C'est une sorte de jeu de taquin, donc on se retrouve à bouger les voitures. Et puis, voilà, on a une configuration de départ, il y a une seule sortie et il faut arriver à trouver le chemin. Et donc il y a un côté addictif parce que simplement on a envie de trouver la sortie. Qui a marché avec toute la famille. Il y a un petit côté compétitif aussi sur lequel qui peut être un peu énervant. Mais ça m'a aussi du coup donné envie d'écrire un article typiquement pour Images des Maths sur finalement une fois qu'on a trouvé la sortie, on se dit ah mais est-ce que j'ai trouvé le meilleur chemin pour sortir Problème de Et donc, contrôle j'ai optimal, ouais. Alors effectivement, et donc j'ai très envie d'aller parler des diamètres de graphes dans ce jeu-là sur Images des Maths. Donc voilà, je le dis haut et fort, comme ça, si des gens d'Images des Maths m'écoutent, il faut qu'ensuite ils m'obligent à écrire ça. Ah, tu l'as pas encore écrit Je l'ai pas l'article, en écrit, fait. mais D'accord. j'y Mais pense, ça hein. vaut engagement, quoi. Ah Voilà. bah oui, là, ça y est, hein, Il y a tu une t'en trace, 3 témoins. plus tous les auditeurs et auditrices. Et est-ce qu'avant d'optimiser, tu sais prouver qu'il existe une solution, quoi qu'il arrive ? Alors c'est dit dans l'énoncé, D'accord. on a 40 petites cartes de configuration de départ, Ah, et d'accord. le jeu promet qu'elles ont toutes une sortie, et donc je confirme que je les ai toutes trouvées. D'accord, mais c'est pas des configurations au hasard, c'est des configurations effectivement. qui ont été Oui. proposées par le Oui. jeu. Mais c'est à nouveau un nouveau format de Absolument. recommandation. Tu as tout à fait raison, Ayman, et ça me ravit. J'aime bien avoir des formats différents à proposer aux auditeurs et auditrices, donc parfait. On n'avait pas encore eu, très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un a une recommandation supplémentaire autour de la table ? Oui, moi je crois que je n'en ai pas encore fait. Et j'ai un peu réfléchi. Et donc moi, ça va pas être un nouveau format, mais il s'agit d'une chaîne YouTube d'une vulgarisatrice scientifique qui s'appelle Viviane Lalande et qui a une chaîne qui s'appelle Syllabus, qui s'écrit SCI Labus, pour faire un jeu de mots avec science, et où elle présente des explications scientifiques à des tas de phénomènes de la vie courante. Donc pour donner des exemples, elle a par exemple fait une vidéo sur pourquoi est-ce qu'on entend l'eau bouillir bien avant qu'elle bouille vraiment. Donc qu'est-ce qui fait qu'on entend le frétillement un peu qui annonce que l'eau est en train de se mettre à chauffer alors que c'est même pas encore la température d'ébullition. Ce qui est très énervant, on soulève le couvercle et ça bouge. Exactement. Donc, si vous êtes curieux, il y a la réponse dans un des épisodes de sa chaîne.
Elle a également fait une vidéo très intéressante sur l'écriture inclusive en s'appuyant sur des tas de recherches scientifiques qui appuient l'utilisation de pratiques diverses pour avoir une écriture qui soit justement plus neutre peut-être. Et oui, si je peux juste rebondir là-dessus, donc moi c'est comme ça que je l'ai découvert parce que tu me l'as recommandé. Et alors c'est simple, j'utilisais pas spécialement l'écriture inclusive. Alors je précise, dans l'écriture inclusive, c'est pas le point médian exclusivement, c'est toutes les façons de faire, d'écrire qui font que ça s'adresse et aux hommes et aux femmes. Et donc, je l'utilisais pas avant, pas parce que je voulais pas, mais juste... tu ne voyais pas l'utilité. Ouais, je m'étais même pas posé la question. Voilà, je parlais comme je parle depuis toujours. Et puis ça paraît superflu. Voilà, et en fait, c'est simple, j'ai regardé la vidéo et tout de suite après, j'ai commencé à l'utiliser et je l'utilise toujours maintenant. Parce que là, c'est des faits scientifiques de quel impact ça a, en fait, quand on utilise l'écriture inclusive ou pas. Et donc, typiquement, quelle personne on va visualiser dans un métier selon qu'on a rédigé le paragraphe en neutre soi-disant, mais qui du coup est beaucoup masculin, ou en utilisant l'écriture inclusive. Et donc du coup, les gens vont plus facilement projeter des femmes dans des métiers qui leur sont pas associés naturellement avec notre sociologie actuelle. Et c'est assez frappant parce qu'il y a des études, c'est quantifié, c'est pas juste « ouais, on pense que c'est mieux ». Quoi. Et donc pour les gens qui veulent être convaincus par des faits, filez voir cette vidéo. Donc, je mettrai dans les recommandations la chaîne YouTube, mais je mettrai aussi directement le lien vers cette vidéo parce que je la trouve d'utilité publique. Ouais, cette vidéo est super. Et d'ailleurs, on remarque de plus en plus autour de nous que, notamment dans les mathématiques, qui est quand même un milieu assez masculin, pour essayer de faire changer les choses, un des dispositifs qui est mis en place par beaucoup de mathématiciens et de mathématiciennes, c'est justement de parler de mathématiciens et de mathématiciennes, d'étudiants et d'étudiantes, de stagiaires. Là, il n'y a pas de problème. Il y a quelques mots plus simples. Moi, je réalise qu'un peu plus tôt, quand je parlais d'étudiants éventuellement brillants qui penseraient à poser des questions, à assister à un séminaire, je crois que j'ai mis au masculin. Donc les auditeurs, mais c'est un exercice. En fait, c'est un coup à prendre. Ouais. Honnêtement, c'est pas naturellement parce que c'est depuis qu'on a appris à parler qu'on parle avec le neutre masculin. Mais en fait, c'est juste un coup à apprendre. Une fois que tu le fais, ça sort assez naturellement. Autant par écrit, je pense que maintenant je chopais le réflexe, mais à l'oral, c'est encore une autre couche de. Mais ouais, comme tu dis, un coup à prendre. Ça oblige à se poser la question. Ouais. Et à faut que ça soit. En fait, dans l'idéal, tu te poses plus la question parce qu'il faut que ça soit. Et on remarque vraiment que quand on le dit, étudiants et étudiantes, dans notre tête, l'image mentale qu'on a change. Ouais. Absolument. Alors que les étudiantes devraient dessiner des hommes et des femmes en général, mais quand on se force à le rendre masculin et féminin explicitement, ça change l'image mentale qu'on s'en fait. Et c'est ça le but d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, mais tout ça pour dire qu'il y a plein de vidéos qui sont super, donc c'est la seule qui est sur un thème aussi social, mais sinon c'est des termes plutôt scientifiques, de la science du quotidien. Et elle a également une autre chaîne YouTube où elle fait des interviews de vulgarisateurs et vulgarisatrices de sciences. Donc moi, je ne suis pas particulièrement active dans ce domaine, bon, à part maintenant ma présence régulière dans ce podcast, mais pourtant j'ai été très intéressée par tout ce qu'on va dire, toutes les personnes qui font de la vulgarisation scientifique sous différentes formes, que ce soit sous forme de podcast, de théâtre, de journaux, d'enseignement, etc. Et donc, je trouve que c'est des interviews qui sont toujours très riches et qui nous amènent à réfléchir sur plein de choses, qu'on soit actif ou non dans la vulgarisation scientifique. Parfait, super. Merci beaucoup, Nastasia. Comme d'habitude, je mettrai les liens vers les différentes recommandations. Et donc, ça y est, maintenant, c'est vraiment la fin. Je n'ai plus rien pour prolonger le plaisir, à part peut-être la traditionnelle question de fin. Alors, Well, qu'est-ce que tu souhaites accomplir ? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est que j'ai lancé récemment une collaboration en écologie. Donc c'est quelque chose qui est tout nouveau pour moi, puisque pour le coup c'est plus des maths fondamentales, et très exploratoire, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc si vous voulez me souhaiter quelque chose, c'est du succès dans cette nouvelle démarche, ça me fera très plaisir et je prends tous les encouragements. Merci de t'en occuper en tout cas. Et bien pour notre bien à tous, c'est tout ce que nous te souhaitons, alors que ça marche et que tu réussisses à influencer positivement l'écologie. On en a tous besoin. Merci encore, merci d'être venu, de t'être déplacé, d'être venu depuis Montpellier pour enregistrer avec nous. C'était vraiment très chouette d'apprendre à te découvrir, d'apprendre à découvrir tes maths, donc c'était super, merci. Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci Well et merci Nathalie. Avec plaisir. Merci aussi à mes acolytes du jour, Ayman, Nastasia, merci beaucoup. Merci pour la Nathalie. carte blanche. Merci pour la recommandation. Et enfin, comme toujours, merci également à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis et d'être restés jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, même si vous nous écoutez traditionnellement par d'autres canaux. Comme je dis toujours, mais c'est vrai, ça prend très peu de temps, mais ça aide énormément avec l'algorithme. N'hésitez pas également à vous rendre sur la chaîne YouTube du podcast pour aller liker, commenter, essayer de donner un peu de visibilité au podcast. On y partage régulièrement des extraits vidéo et donc avec vos likes et vos commentaires, ça permettra de les mettre un peu plus en avant. Vous trouverez tous les liens pour aller faire tous ces devoirs que je vous ai donnés dans la description de l'épisode. Comme toujours, c'était un plaisir. À bientôt dans le prochain épisode.